Bienvenue dans le débat sur France 24. L'humanité est devenue une arme d'extinction massive et il est temps de cesser notre guerre à la nature, a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres appelle les pays à des décisions courageuses à la conférence de l'ONU sur la biodiversité, la COP15 à Montréal. Les représentants du monde entier sont réunis pendant 2 semaines pour stopper le déclin du vivant avant la fin de la décennie. Plus de 190 pays doivent donc discuter d'un nouveau cadre mondial pour la protection de la nature. L'objectif, c'est de protéger 30% des terres et des mers avant 2030 et de fixer un calendrier pour y parvenir. La question du financement, bien sûr, est toujours au cœur des débats. L'ambition est de sceller un accord historique proche des accords de Paris de 2015 sur le climat. Alors cette conférence peut-elle y parvenir? De quel cadre de protection parle-t-on? Comment l'appliquer? Quels sont les critères? Quels sont les obstacles? Eh bien, on va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric Lemanac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur scientifique de l'association Bloom, spécialiste de la gestion des pêches. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Jean-Marc Zulesi. Bonsoir. Bonsoir. Député Renaissance des Bouches-du-Rhône. Vous êtes également président de la Commission du développement durable. Bienvenue à vous également. Bruno David est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Président du Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes aussi biologiste, auteur de À l'aube de la 6e extinction, comment habiter la Terre. C'est chez Grasset. C'est réédité en poche. Et puis, vous êtes co-directeur de l'ouvrage qui d'ailleurs se trouve à côté de moi, La Terre, le vivant, les humains. C'est aux éditions La Découverte. Et c'est un livre donc de vulgarisation scientifique. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir également. Thomas Friand est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes fondateur et directeur général de l'Institut Open Diplomatie. Alors avant notre discussion, j'aimerais d'abord qu'on fasse un point en images sur les enjeux de cette conférence à Montréal. Devant le ministère de la Transition écologique, c'est Noël avant l'heure, sauf pour ces automobilistes en circulation, bloqués par une dizaine de Pères Noël. Mais derrière ces barbes blanches se cachent des militants de l'ONG Extinction Rebellion. Avec leur déguisement du jour, ils veulent dénoncer les cadeaux faits par le gouvernement français aux lobbyistes et industries polluantes au détriment de la protection de la biodiversité. Thème principal du sommet de la COP15 de l'ONU qui s'ouvre ce mercredi. Aujourd'hui, on fait une action de désobéissance civile pour attirer l'attention sur la COP15, sur la biodiversité qui commence demain. C'est un sujet qui n'a pas assez d'attention aujourd'hui, et notamment un traitement de la part des politiques qui se trouvent dans le bâtiment juste à notre droite, qui est largement insuffisant. Plus de 190 pays se réunissent à Montréal. En ligne de mire, un accord pour mettre fin aux dommages causés aux plantes, aux animaux et aux écosystèmes. L'objectif mondial est de protéger au moins 30% des terres et 30% des mers d'ici 2030. Pour y parvenir, l'un des principaux défis sera de trouver les fonds nécessaires pour financer les efforts de conservation. À l'horizon 2030, on estime que les besoins de financement de ces zones s'élèveront entre 149 et 192 milliards de dollars par an. Pour atteindre les 20 objectifs du cadre, nous avons besoin de ressources suffisantes et de subventions. Nous avons une faiblesse dans notre gouvernance de la biodiversité. Le bilan des actions de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité est très mitigé. Aucun des objectifs de la dernière décennie n'ont été atteints, alors que plus d'1 million d'espèces sont menacées d'extinction et 75% de la surface terrestre a déjà été altérée par l'homme. Et on va écouter tout de suite Antonio Guterres. Les multinationales remplissent leurs comptes bancaires tout en vidant notre monde de ses dons naturels. Les écosystèmes sont devenus des terrains de jeu pour faire des profits. Avec notre appétit sans fond pour une croissance économique incontrôlée et inégale, l'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Nous traitons la nature comme des toilettes et finalement nous nous suicidons par procuration. Parce que la perte de la nature et de la biodiversité a un coût humain élevé. Bruno David, Guterres évoque l'homme devenu une arme d'extinction massive. C'est le cas lorsqu'on lit les statistiques, c'est assez effrayant, puisque effectivement 1 million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction. On compte une baisse de 70% des populations d'animaux sauvages vertébrés de moins
En moins de 50 ans, plus de 3/4 de l'environnement terrestre et 66% du milieu marin ont été dégradés par l'activité humaine. 75% de la planète a déjà été altérée par les activités humaines. C'est ça qu'on appelle la crise du vivant. Oui, en fait, il y a eu 5 grandes crises dans le passé géologique de la Terre depuis 500 millions d'années. On peut se comparer par rapport à ces 5 grandes crises, voir sur quelle trajectoire on se situe. Est-ce qu'on est sur la trajectoire d'une crise? Où est-ce qu'on est sur cette trajectoire et à quelle vitesse on se déplace sur cette trajectoire? Donc on voit qu'on est au début de cette trajectoire, mais qu'on va très très vite sur cette trajectoire et que la pente est plutôt raide, c'est-à-dire qu'on va vite arriver dans un mur à force de taper sur les environnements. Extinction massive, donc. Oui. Donc on peut vraiment parler de 6e crise d'extinction par référence aux grandes crises du passé géologique de la Terre. On est vraiment sur la même trajectoire, on peut le démontrer scientifiquement, à la fois à travers les ampleurs, encore limitées, les vitesses qui sont beaucoup plus grandes, et puis finalement aussi les mécanismes qui sont derrière par des déclins de très nombreuses espèces qui n'ont pas encore disparu, mais qui sont représentés par de moins en moins d'individus. Et tout ça, c'est l'activité humaine. Et derrière tout cela, il y a différents facteurs. Toutes les crises du passé géologique de la Terre ont été multifactorielles. Celle-ci est également multifactorielle, donc ça doit quand même nous rappeler quelque chose. Mais derrière tous ces facteurs, il y a Homo sapiens. Homo sapiens, donc. Ce qui est une très bonne nouvelle. Le grand destructeur de la planète. C'est quand même ce que dit Guterres. C'est une très bonne nouvelle aussi, parce que finalement, ça veut dire que nous sommes à l'origine du problème, et étant à l'origine du problème, nous sommes potentiellement aussi à l'origine des solutions. Je dis bien potentiellement. Ce n'est pas trop tard. C'est ce que vous dites. Donc ça n'est pas trop tard. Alors Frédéric Lemanac, vous qui êtes très engagé dans justement la gestion de la pêche, les océans, cet objectif, cette conférence a pour objectif, d'après ce que j'ai lu, au moins de protéger 30% des terres et des mers avant 2030. Elle est censée fixer un calendrier. D'abord, il n'y a pas de chef d'État, donc ils vont y arriver, sans chef d'État, à se mettre d'accord sur un accord cadre. Ça va être très difficile. Nous, honnêtement, on n'est pas présent à la COP 15 et on n'a jamais été présent au COP. Et c'est, vous, en tant que Bloom, l'association. Exactement, et on n'entend pas grand-chose, malheureusement. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de chef d'État, ça pose un problème dans le cadre des négociations. Mais effectivement, quand on parle de protection de l'océan, on a cet objectif de 30%. On est très très loin du compte. En France, on est à 0,005% sur la façade Manche et Atlantique. Et donc, en gros, on a un objectif qui est ultra ambitieux de protection. Mais pourquoi vous n'y êtes pas tout de même? C'est parce qu'on n'a aucun espoir que ça aboutisse à quoi que ce soit? C'est trop tard? C'est aussi parce que ce n'est pas du tout nos moyens d'action. Nous, on est dans la recherche, la production scientifique, la sensibilisation du public et le plaidoyer au niveau politique. Et c'est vrai que ces grands raouts internationaux onusiens, c'est des périodes qui sont très très longues. C'est en général assez peu contraignant et donc c'est pas le mode d'action de Bloom. Mais après, on est très content que d'autres ONG y aillent. Mais nous, on n'en attend pas quelque chose de révolutionnaire. Et vous dites que la France, ça n'est vraiment pas un exemple, en tout cas, en termes de lutte pour préservation de la biodiversité. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Marc Zulesi, puisque vous êtes le politique de ce plateau, face justement à ce que vient de dire Frédéric Lemanac. Moi, j'ai tout de même lu que la France avait lancé avec le Costa Rica et le Royaume-Uni une coalition pour la nature et les peuples qui a permis ou pas, c'est le débat, de protéger déjà 8% des espaces marins. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a un portage politique à l'échelle internationale avec le Costa Rica à la tête de ces justement 150 pays pour avancer et faire de cette COP un succès. C'est vrai qu'on part de loin, mais il y a un vrai portage politique en France aussi. Je tiens à rappeler que nous avons porté une proposition de résolution la semaine dernière qui a été votée à l'unanimité dans l'hémicycle, qui demande justement à ce que ces objectifs soient tenus. Donc je ne peux pas laisser dire que cette COP ne sera pas un succès et que ça ne sert à rien de se réunir à l'échelle internationale. Bien au contraire, moi je veux rester optimiste et lancer ce message que nous avons besoin d'une mobilisation de tous les pays, de tous les citoyens, pour protéger la nature et la biodiversité. Alors le fait qu'il n'y ait pas de chef d'État, Thomas Friand, vous pouvez nous l'expliquer? Parce qu'effectivement, ça devait être organisé en Chine, ça a été repoussé à plusieurs reprises. Ce type d'ailleurs de conférence a déjà eu lieu au Japon, semble-t-il, la dernière fois, avec très peu de résultats. Comment se fait-il qu'on se retrouve avec des représentants de 190 pays, sans chef d'État, sans chef de gouvernement? C'est une excellente question et pour ça, il faut peut-être juste un peu rappeler pourquoi est-ce qu'on parle de COP. On a l'impression que COP, on pense tout de suite à COP 21, climat, etc. Climat. En fait, dans chacune des grandes conventions des Nations Unies sur les questions environnementales qui ont toutes été élaborées au moment du sommet de Rio en 1992 ou commencé à être élaborées à ce moment-là, on a mis en place un cadre et dans ce cadre, il y a une conférence des États parties qui se réunit, alors plus ou moins fréquemment,
pour pouvoir faire en sorte que des avancées se matérialisent. On a séparé finalement climat et biodiversité. Alors on a fait pire que ça, on a séparé climat, biodiversité et désertification, et on a mis de côté la question des forêts et la question de la gestion des ressources en eau. Mais on a posé des principes sur la forêt et des principes sur l'eau. En tout état de cause, sur la biodiversité, on en est donc à la 15e conférence des parties. Vous avez raison de souligner que la dernière grande conférence des parties, donc la dernière grande conférence COP biodiversité, c'est celle d'Aichi, qui a permis de poser un cadre en 20 objectifs dont aucun n'a été rempli. Et précisément, l'objectif de cette COP, c'est d'écrire le cadre suivant qui permettra d'ici 2030 de passer d'une logique de on arrête le désastre que vous avez bien rappelé avec les mots assez frappants du secrétaire général des Nations Unies à on inverse la mécanique pour pouvoir régénérer la nature. C'est extrêmement compliqué et c'est pour ça que l'absence plutôt de chef d'État et de gouvernement à cette COP est en soi un défi. Je voudrais juste signaler un point très particulier, c'est que parmi toutes les puissances qui auraient dû être présentes, il y en a 2 qui ont une responsabilité particulière. La première, c'est les États-Unis qui n'ont jamais ratifié la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, alors qu'on sait qu'elles ont des grands parcs nationaux qui pourraient être extrêmement importants dans la mobilisation. Et la seconde, c'est la Chine qui assume la présidence de la COP. Il se trouve que ça se tient au Canada parce que pendant 2 ans, la Chine a procrastiné et c'est le Canada qui a dû récupérer le bébé, si j'ose dire, dans la dernière ligne droite. Ils ne s'entendent pas très bien. Xi Jinping est en Arabie Saoudite pour négocier des tarifs pétroliers. Donc on a vraiment un problème, ne serait-ce que sur la présidence de la COP. Xi Jinping devrait être au Canada en train de piloter les négociations ou aurait dû accueillir la COP. Mais alors, il ne l'est pas, Bruno David. Donc, on peut dire que c'est mal parti parce qu'il n'y a pas de volonté politique, ou est-ce qu'effectivement, en parlant de cet accord de protéger 30% des terres et des mers avant 2030, l'objectif est suffisamment raisonnable pour qu'on y arrive? Oui, là, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect que j'ai l'impression que la biodiversité, elle subit la malédiction du pharaon, en quelque sorte. Non, mais ce n'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que normalement, la COP, elle aurait dû se tenir en 2020 à Kunming, en Chine, si tout avait été normal. Et on aurait eu une COP normale dans laquelle j'avais beaucoup plus d'espoir que ça soit l'équivalent de la COP 21 climat qui s'était tenue à Paris et qu'il y ait des vrais engagements qui soient pris. Puis il y a eu la pandémie. Donc la COP a été repoussée. Elle a été repoussée à l'automne 2020. Elle a été repoussée à l'automne 2021. Où il y a eu une partie qui s'est faite à distance. Oui, mais là quels sont les espoirs, justement, pour raccourcir? Et c'est pour ça que ça ne marche pas très bien, parce qu'en plus, ça se tient au Canada, c'est sous la présidence chinoise. Il y a un manque d'investissement politique de la Chine qui fait que les chefs d'État ne sont pas invités. Et donc, ça ne me rend pas très optimiste, malgré tout, sur les résultats qu'on peut en attendre. Y compris sur ces 30%, cet accord cadre qui serait calqué sur l'accord de Paris. C'est très bien, je pense qu'il faut protéger. Allons-y, prenons cet engagement, mais ça dépend où sont ces 30%. Parce que ces 30%, je vais faire une caricature, on peut agrandir le parc national des écrins. C'est très bien sans doute, mais c'est déjà des zones où la pression anthropique est relativement faible. Par contre, si on arrive à mieux se comporter dans des grandes plaines agricoles, dans des grands centres urbains, si on réduit le mitage du territoire, si on se comporte mieux sur les littoraux, ça aura beaucoup plus d'impact, ça aura beaucoup plus d'effet que de dire on va protéger l'océan austral, parce que là, c'est facile de protéger 30% des surfaces marines si c'est celles qui entourent l'Antarctique. Alors, est-ce qu'en plus, c'est vraiment le cas est-ce que finalement, Frédéric Lemanac, on n'a pas aussi la problématique de comment on préserve? Parce que d'après ce que j'ai lu, il y a déjà 252 sites protégés, en théorie, qui font partie du patrimoine mondial de la nature. Or, un certain nombre de ces aires sont dépourvues de moyens. On les appelle même les paper parks, les parcs de papier. Il faut du personnel pour s'en occuper. Donc, en fait, au-delà même d'un accord cadre et même de principe, il y a le concret. Comment on fait effectivement pour préserver ces aires? Et c'est toute la question en fait, c'est qu'appelle-t-on protection? Et une fois qu'on a défini ça, où est-ce qu'on protège? Et comme l'a dit monsieur, effectivement, les seules zones marines qui sont protégées en France, elles sont dans les terres australes françaises, là où il n'y a pas d'activité humaine. Et même là-bas, en fait, on a 8 bateaux industriels et on a réussi à définir les zones de protection strictes, c'est-à-dire là où on protège vraiment de toute extraction, là où ces 8 bateaux n'ont jamais mis les pieds. Et donc, on est vraiment dans une politique de chiffres, ou pas du tout dans une C'est-à-dire qu'en fait, ça n'empêche pas les bateaux de pêcher Non, on a défini la zone de protection là où les pêcheurs n'allaient pas. Même dans la seule zone au monde où il n'y a que 8 bateaux de pêche industrielle, on n'est surtout pas allé. Donc vous dites on contourne en fait, on contourne les zones où la pêche a lieu sans l'empêcher en fait. Exactement. Et le problème c'est que par exemple en métropole, on n'a pas de zone protégée.
Bloom a sorti une étude il y a quelques semaines où on montre qu'il y a autant de pêche industrielle dans les zones qui sont dites protégées que dans les zones qui ne sont pas protégées. Et donc ça, c'est une politique qui est extrêmement problématique. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que finalement, lorsqu'on dit qu'une zone est protégée, en fait, elle ne l'est pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte juridique, il n'y a pas... Et d'ailleurs, la France joue malheureusement un rôle extrêmement négatif dans cette tendance-là, puisque, par exemple, le mandat de l'Union européenne à la COP 15 ne contient plus les 10% de protection stricte, qu'on appelle le no-take en anglais, parce que la France et les Pays-Bas et d'autres nations de pêche industrielle se sont battus pour faire sauter cet objectif de 10% de protection stricte. Mais pourquoi? Parce qu'elles cèdent au lobby économique, à l'activité économique? Il y a des lobbies qui bloquent les changements et qui peuvent bloquer les ports, qui peuvent donc bloquer les approvisionnements en pétrole, en grains, etc. C'est une question qui est importante. Je pense que vous avez souligné ce point technique qui est très important, mais il faut comprendre pourquoi est-ce que ça s'est produit comme ça. D'abord parce qu'en fait, quand les États de l'Union européenne vont à une COP, ils ont une politique commune. C'est-à-dire que le Conseil des ministres de l'environnement des États de l'Union européenne s'arrête sur une position commune. Donc ils sont obligés de se donner un mandat de négociation et de définir des degrés de flexibilité sur lesquels ils pourront trouver un accord. Or, comme l'accord de 30-30, comme on l'appelle, c'est-à-dire 30% des zones terrestres, 30% des zones maritimes, qui est porté par cette fameuse coalition de la haute ambition pour les peuples et la nature que vous avez mentionné, pilotée par la France, le Costa Rica et le Royaume-Uni, 112 pays qui sont quand même derrière, donc une large majorité. Elle est difficile à faire advenir. L'Union européenne a souhaité se donner un degré de flexibilité sur ce... Alors c'est trop flexible en fait, c'est ce qu'est en train d'expliquer Frédéric Lebanac. Oui, c'est sans doit trop flexible et je pense que plus on est précis dans ce que signifie la protection, la conservation, en réalité quand on parle de conservation, on dit... Il ne doit y avoir aucune empreinte de l'activité humaine. Donc c'est très difficile. Quand on parle des zones maritimes, et c'est ça qui rend très complexe le sujet qu'évoquait à l'instant Frédéric, c'est que, par exemple, pour des États côtiers qui ont une toute petite façade littorale et qui s'en servent pour faire du commerce, et ben, si vous leur dites vous amputez 30% de votre façade littorale, ça devient tout de suite un objectif étatique qui est extrêmement compliqué. Donc en fait, il va y avoir des jeux de compensation entre États pour que ceux qui ont des grandes surfaces maritimes puissent venir en aide à ceux qui ont une toute petite surface maritime. Et par exemple, vous ne pouvez pas demander au Luxembourg de protéger 30% de sa surface maritime, il en a juste 0. Donc en fait, c'est ça qui est un peu en train de se jouer. Donc il y a des accords entre les uns et les autres, et puis il y a le problème quand même de l'activité économique, parce qu'on en revient à cela. Jean-Marc Zulesi, est-ce que ça veut dire qu'il faut changer le modèle économique? Il faut effectivement changer la façon dont on pêche, la façon productiviste. Oui, tout ça, ça fait partie de la préservation. Il y a une nécessité, nous voulons, mais ça c'est plus global, ça va au-delà de la COP biodiversité. Si nous voulons effectivement être à la hauteur des objectifs de l'accord de Paris, oui, il faut changer nos modes de consommation, nos modes de production. Et effectivement, moi, je suis d'accord pour que la France s'engage sur une protection stricte de 10%. Je suis d'accord pour que la France puisse s'engager sur la fin de l'exploitation des fonds marins. C'est la raison pour laquelle nous aurons un texte de loi la première semaine de janvier à l'Assemblée nationale avec des écologistes dans le cadre d'un texte transpartisan pour que la France s'engage dans ce sens-là. Mais alors le problème, Bruno David, c'est que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de pays qui ne souhaitent pas véritablement de cette protection des 30%. Je pense à un certain nombre de pays émergents. Eux disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a besoin d'activité économique. On ne peut pas laisser en fait nos littoraux simplement à la conservation alors qu'il nous faut une activité économique. Il n'y a pas que le marin, il y a le continental aussi, parce que les 30% s'appliquent aussi au continent, aux surfaces terrestres. Juste un tout petit aparté, il y a une étude scientifique qui a été conduite sur justement des réserves naturelles et qui a montré que le facteur d'efficacité, le premier facteur qui démontre l'efficacité d'une réserve naturelle, c'est pas sa surface, c'est pas la manière dont elle est conçue, c'est le nombre de personnes qui la surveillent dans le monde. Alors je dis pas ça pour la France spécialement. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de conserver une zone, il faut aussi qu'il y ait une population. S'il n'y a pas des moyens humains derrière pour vérifier que les choses soient bien appliquées, notamment dans toute une série de pays, on peut penser à des pays africains ou des pays qui ont des façades maritimes ailleurs, il faut mettre des moyens humains derrière. S'il n'y a pas ces moyens humains, ça correspond effectivement à des zones de papier, là pour le coup, où on a des zones protégées qui ne sont pas, dans la réalité quotidienne, vraiment protégées. D'autre part, il ne faut pas que ces zones protégées, que je considère comme étant nécessaires, je ne suis pas en train de dire que ça n'est pas nécessaire, mais il ne faut pas que ça soit un alibi pour faire tout ce qu'on veut ailleurs. Il faut qu'on applique ce qu'on appelle des changements transformateurs qui amènent à des changements de mode de fonctionnement de nos sociétés. Je ne suis pas du tout révolutionnaire, on ne va pas les appliquer du jour au lendemain, mais il faut que progressivement, on se mette dans la tête que quand on prend une décision, on a l'habitude de prendre des décisions, si je peux être un tout petit peu plus long, on prend des décisions à partir de 3 paramètres.
un paramètre qu'on peut considérer comme étant environnemental, un paramètre social, un paramètre économique. Si votre fils, si vous en avez un qui a une quinzaine d'années, mettons, veut un scooter, vous allez avoir un paramètre environnemental. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien pour l'environnement? Vous avez un paramètre économique, est-ce que vous pouvez lui l'acheter ou pas lui l'acheter? Puis vous avez un paramètre social, est-ce qu'il va me faire la tête pendant 2 mois si je ne le l'achète pas? Et vous gérez ça dans votre cellule familiale. C'est la même chose pour un gouvernement qui doit considérer les 3 paramètres. Et les décisions sont parfois difficiles. Surtout lorsqu'on est à 190. Pendant des décennies et des décennies, voire des siècles, on a fonctionné avec le paramètre économique, éventuellement le paramètre social, jamais le paramètre environnemental. D'ici 2030, il faut que le paramètre environnemental soit vraiment considéré dans les prises de décision. Si on ne le fait pas, ça nous retombera dessus parce qu'il y a un lien entre l'environnement, le social et l'économique. Et cet accord, donc, s'il y a effectivement... C'est notre intérêt de le faire, c'est notre intérêt d'avancer le plus collectivement possible. Alors justement, 30% de préservation, ça voudrait dire déjà une avancée de cet ordre-là. C'est une avancée, mais ça n'est pas, c'est ce que je disais, ça n'est pas suffisant. Il faut que, par exemple, je vais donner l'exemple des grandes plaines agricoles, il faut qu'on change de modèle d'agriculture dans nos grandes plaines agricoles. Il faut qu'on arrête de mettre des intrants partout, on sait très bien que ça décime les insectes, que derrière les insectes, il y a des petits mammifères, il y a des oiseaux, que ça perturbe énormément la biodiversité et que ça participe énormément au déclin de cette biodiversité. Il faut qu'on accepte de changer. Et il faut qu'on paye éventuellement pour cela, parce qu'il faut indemniser bien sûr les agriculteurs. Alors c'est la problématique évidemment du financement qui revient d'ailleurs dans cette conférence comme elle était au sein de la COP, toutes les COP qu'on connaît. Donc les pays du Sud qui voudraient des transferts de 100 milliards par an jusqu'en 2030 pour justement qu'on les aide à financer cette biodiversité. Est-ce qu'effectivement, Frédéric Lemanac, ça semble possible ou est-ce que ça va à nouveau pêcher de toute façon sur le financement ? C'est sûr que le financement, c'est une question qui a été aussi abordée à la COP27 sur le climat. On a besoin de financer une transition, et enfin, je vous rejoins complètement sur ce point-là. On a besoin de protéger, vraiment, strictement, et on a besoin de transformer les secteurs par ailleurs pour ne pas faire n'importe quoi dans les 70% restants. Et ça doit se faire avec le soutien de la puissance publique. On ne peut pas demander même à la France ou aux différents États de moindre envergure, de demander aux pêcheurs, aux agriculteurs, etc., de financer eux-mêmes ces changements. Donc bien évidemment, on va être confronté à ça. Mais je voulais juste rebondir sur la question de la protection et sur le côté économique. On voit aussi très bien dans le milieu marin que quand on protège strictement, on a une biomasse, donc la quantité de poissons qui est disponible dans les réserves, qui explose. En l'espace de quelques années, on a 670% en plus de biomasse. Et forcément, cette biomasse qui déborde finit littéralement par déborder des réserves. Et donc, on a aussi un impact très positif, rapidement, que les pêcheurs à Madagascar, par exemple, voient. Quand ils font des fermetures de zones, ils voient un intérêt économique direct à le faire. Donc, ce n'est pas parce qu'on protège qu'on ampute les revenus de ceux qui vivaient avant dans cette zone-là. Au contraire, on peut vraiment favoriser l'économie. Et donc, on a un besoin de protéger strictement, et j'espère que M. Macron va vous entendre, parce que vous êtes pour les 10% de protection stricte, mais vous devez savoir que la France a quand même proposé de redéfinir ce qu'on appelait cette protection-là, et parle de protection forte. Une protection forte, ça ne veut rien dire au niveau international. Et quand on lit ce décret qui est paru en début d'année, en fait, on se rend compte que dans les zones de protection forte à la française, on peut y faire un petit peu tout et n'importe quoi. On peut faire de l'extraction de sable, on peut faire de l'extraction minière, on peut faire de la pêche industrielle, si les besoins s'en font ressentir. Et donc la France a vraiment un rôle colossal au niveau européen, au niveau mondial. La France, c'est la plus grande zone maritime européenne, c'est la deuxième plus grande zone maritime au niveau mondial. Et si la France détruit la notion même de protection stricte, à ce moment-là, on peut arrêter tout de suite. Ça ne sert à rien de continuer les négociations. Elle devrait être leader. Oui, elle est leader, mais je crois qu'il faut aussi Vous dites qu'elle est leader, c'est pas du tout ce qu'elle a l'air de dire Frédéric Lemanac. Oui, elle est leader, mais on l'attaque au Conseil d'État quand même sur cette question de la protection forte. Oui, mais c'est la liberté d'attaquer le Conseil d'État. Et pourquoi vous dites qu'elle est leader ? Elle est leader parce qu'elle met en place un certain nombre de mesures qui vont justement dans le bon sens. À la fois, regardez ce qu'on a mis en place grâce à la représentation nationale dans le budget pour redonner des moyens supplémentaires au Conservatoire du littoral, pour avoir justement plus de monde sur le terrain, au travail que nous faisons pour mettre plus de moyens à l'ONF. Regardez la volonté du législateur d'avancer sur des objectifs ambitieux dans le cadre de cette COP15. Et puis, notre volonté, vous l'avez compris aussi, c'est de tenir compte des externalités positives de la nature. Songez que le rôle de la nature, c'est... les services rendus par la nature, c'est 1,5 fois le PIB mondial.
c'est 80 000 milliards d'euros qui sont mis à la disposition. Et donc, notre volonté, c'est de pouvoir tenir compte, justement, du bien fondé de cette nature, du rôle économique de cette nature. Je sais que ça peut choquer quand je dis ça, pour que, justement, nous puissions s'appuyer sur les services rendus par cette nature. Thomas Frier, mais est-ce qu'on n'est pas toujours tout de même dans ce débat entre le modèle économique productiviste et puis de l'autre côté la conservation de la nature ou le climat? Enfin, on est toujours dans cette problématique et finalement, c'est quand même toujours l'économie qui prend le dessus. Je comprends le sens de votre question et j'ai l'impression que le but de cette COP, c'est précisément de sortir de cette espèce d'impasse dans laquelle on opposerait un modèle économique productiviste et la régénération des écosystèmes. La position d'ailleurs de l'Union européenne au début de cette COP, ça s'appelle halt and reverse, c'est-à-dire stopper la dégradation des écosystèmes, qu'ils soient marins ou terrestres, et surtout renverser la vapeur, c'est-à-dire prendre des mesures qui vont permettre aux écosystèmes de se restaurer. Et Frédéric l'a souligné tout à l'heure, ainsi que Bruno David, quand on laisse aux écosystèmes la possibilité de se restaurer, ils peuvent le faire très vite. Et donc là, ça veut dire définir ces zones, ça veut dire non, mais justement, ça va au-delà de la conservation, parce qu'en fait, il y a des modèles économiques qui sont favorables à une économie régénérative. Et c'est là où mais ils ne sont pas majoritaires, c'est toujours un peu le problème. En revanche, et puis souvent, ils ne sont pas suffisants. Enfin. Il faut quantifier les choses, mais en l'occurrence, ce que l'on voit, c'est qu'il y a la COP, qui ne peut pas tout et qui ne pourra certainement pas autant qu'on pourrait l'espérer compte tenu de l'absence de mobilisation politique mondiale sur le sujet. Et puis, il y a ce qui ne se passe pas à la COP. Et ce qui ne se passe pas à la COP est, je pense, encore plus intéressant en matière de biodiversité. Au premier semestre 2023, il y aura 2 bonnes nouvelles, je pense, qui vont permettre d'envisager l'action que les entreprises peuvent prendre à leur échelle, de leur manière, pour pouvoir contribuer à la prise en compte du paramètre environnemental et singulièrement biodiversité, parce que pour l'instant, elles pensent surtout climat, dans leurs travaux. Il y a 2 éléments majeurs. Il y a le fait que les institutions financières, c'est-à-dire les banques et les assurances, vont devoir mesurer l'impact et les dommages de leurs investissements sur la biodiversité. Quand une banque est obligée d'évaluer son portefeuille grâce à des systèmes de mesure qui sont objectifs sur la nature, ça change totalement la façon de faire des investissements. Donc ça sera contraint. Ça ne sera pas contraint, mais ça va permettre d'objectiver la chose. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'un certain nombre d'institutions financières, mais elles ont besoin d'outils qui sont comparables et qui permettent de faire la course au mieux disant avec un système de benchmark international. Il y a un deuxième élément qui existe dans les entreprises depuis longtemps sur le climat qu'on appelle le Science-Based Target, c'est-à-dire quand vous définissez votre plan stratégique et vous le conduisez en intégrant le paramètre climatique dedans, cette dimension-là, pour la biodiversité, ça n'existera pas. Ces 2 outils sont des indicateurs, en fait. Alors, c'est plus que ça, mais en gros, c'est exactement ça. Ça permet aux entreprises de s'emparer de ces sujets biodiversité. Alors, parfois avec bonne foi, parfois avec mauvaise foi, mais en tout cas, il y a des outils maintenant, ils pourront dire « je ne sais pas faire », pour pouvoir embrasser le problème que l'on a décrit. Après, vont-ils le faire ou pas? Alors, je pense qu'on manque justement d'une métrique et d'indicateurs qui soient des indicateurs honnêtes, je dirais. Pendant des décennies, là aussi, on fonctionne avec le PIB. Le PIB, bien sûr. Intérieur. Il y a une étude qui a été faite en 2012, je crois, sur tous les États des États-Unis, donc sur un ensemble relativement homogène, et qui a montré que plus le PIB d'un État augmentait, c'est sur des petites trajectoires pour chaque État pendant plusieurs années, plus le PIB augmentait, plus les pressions sur les environnements augmentaient. Autrement dit, plus on exerce de pression sur l'environnement, ça paraît mieux c'est assez pour logique. le PIB. Mieux c'est pour le PIB. Oui. Plus on détruit son capital naturel, mieux c'est sur le PIB. Ça veut dire que le PIB n'est pas une bonne métrique si on veut gérer les choses intelligemment en termes d'environnement. Et qu'il faut, c'est pas moi qui l'ai dit, mais qu'il faut inventer un PIB vert. Oui, mais Bruno David, ça fait des années qu'on le dit, pardonnez-moi, oui, même Stiglitz en parlait il y a déjà je ne sais combien d'années. À un moment donné, il va falloir le faire. Oui. Et je veux dire, et là, on ne parle que d'indicateurs en plus. Donc oui, mais c'est déjà important. Tant qu'on n'a pas de thermomètre pour mesurer la température, c'est un peu embêtant d'en parler comme ça. Donc moi, je pense qu'on a besoin de ce genre de métrique, mais il faut une vraie volonté politique derrière. La COP est peut-être le bon endroit pour prendre ce genre de décision, mais il faut encore qu'elle soit suivie des faits. Parce que c'est bien ça qui m'inquiète un peu derrière ce genre de... Et ensuite, il faudra qu'ils soient valorisés, voilà, ces indicateurs. Il y a juste 2 bonnes nouvelles là-dedans, c'est qu'on a déjà l'outil, normalement, le PNUD l'a mis au point depuis 2012,
Et deux, il faut juste que... Depuis 2012, vous dites Thomas Friand, donc ça fait un moment en fait qu'ils existent, ces indicateurs. Non, j'allais dire, il n'est pas appliqué, alors même que c'est un objectif de l'agenda 2030 des Nations Unies pour que ce système remplace le système du PIB. Alors là, il y a un sujet de volonté politique et on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en fait, on a à disposition la matière qui nous permettrait de réaliser j'en suis persuadé. Alors hier, il y a tout de même 27 pays européens qui ont interdit la vente des produits issus de la déforestation, alors que l'Europe est le deuxième importateur de déforestation derrière la Chine. Manifestement, l'Europe va bannir les produits soja, café, bœuf, chocolat s'ils ne prouvent pas qu'ils ne sont pas issus de la déforestation. Les entreprises devront donc présenter un certificat en franchissant la frontière en Europe. L'accord s'applique aussi aux banques et aux institutions financières européennes. On va écouter le porte-parole de la Commission européenne. D'une nouvelle déforestation, pas des anciennes. Oui, mais on va en parler. Vigilance, donc due diligence, pour les entreprises qui souhaitent placer sur le marché européen 7 biens ou leurs produits dérivés. Il s'agit de l'huile de palme, du bétail, du soja, du cacao, du bois et du caoutchouc. L'accord fera partie de la contribution européenne à la conférence mondiale sur la biodiversité, la COP15, qui est en train de démarrer à Montréal. Frédéric Lemanak, alors c'est une avancée ou pas? Alors effectivement, Bruno Davy disait que c'est pour le futur, ça ne c'est pas rétroactif ce qui se passe. Mais est-ce que c'est une avancée tout de même? Oui, c'est une avancée de prendre ça en considération. C'est sûr, on a besoin d'arrêter... Pascal Canfin avait l'air de dire que c'était historique. Alors, historique, je ne sais pas, et on a nos désaccords certains avec Pascal Canfin aussi au Parlement européen sur les questions des aires marines protégées, etc. Donc, j'ai tendance à me méfier de ce qu'il trouve historique. En tout cas, c'est clairement, on a besoin de reconsidérer notre modèle de production et de consommation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, si c'est simplement des certificats que les entreprises vont aller chercher en payant des cabinets d'audit, comme on peut le voir avec les certificats de pêche durable, de foresterie durable, etc., etc. Ça veut dire quoi? Il y aura des fakes? Mais c'est pas des fakes, mais c'est simplement qu'en fait, les cahiers des charges sont faibles, la mise en œuvre des cahiers des charges est encore plus faible, et de toute façon, il y a des conflits d'intérêts colossaux entre les cabinets de certification qui sont rémunérés par ceux qui récupèrent le certificat. Donc, après, c'est vraiment une question de mécanisme. Mais en tout cas, on a clairement besoin d'arrêter de consommer des aliments qui sont issus de la déforestation. Donc vous dites pas assez contraignant, grosso modo, à vous écouter, c'est ça? C'est un premier pas, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est historique. Non. Vous pensez que c'est historique? Oui, c'est historique parce que nos modes de consommation ont un impact sur l'environnement. Et donc, si on veut justement lutter contre cette déforestation importée, eh bien, nous devons absolument s'assurer que dans nos modes de consommation quotidienne, notre café, le chocolat qu'on va déguster, qu'on puisse être certain que ce n'est pas issu d'hectares, issus de forêts, issus de la déforestation, tout simplement. Et donc, moi, je pense effectivement que c'est historique. À nous, par la suite, d'assurer ce que moi j'appelle le service après-vote. C'est-à-dire d'être certain que ça s'applique et que ça s'applique avec fermeté. Vous savez, tout à l'heure... Alors, il n'y a pas de sanctions, enfin, je ne sais pas très bien. Si, il y a des sanctions, me semble-t-il. Il y a des sanctions, mais juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous savez, moi j'ai 34 ans, je ne suis pas comptable de l'inaction des politiques d'avant ou des entreprises d'avant. Moi, je veux regarder vers l'avenir. Et je veux justement porter ce message positif, ce message d'optimisme. Il faut être très vigilant, il faut être ferme, certes, mais s'il vous plaît, ne tombons pas dans le défaitisme et dans une volonté... Mais c'est pas trop tard. C'est pas une question de défaitisme, en fait. C'est aussi une question de voir ce qui se passe dans la réalité. Je retourne sur la pêche, qui est vraiment notre secteur, la foresterie, le cacao, c'est pas notre chose. Mais par exemple, sur la question de la pêche, on a un label qui s'appelle MSC, qui est en fait un objectif des cibles d'Aichi, donc de la Convention sur la diversité biologique. On voit le label MSC apparaître comme un indicateur de succès de pêche durable. Ce label MSC, il certifie tout et n'importe quoi. Les pires méthodes de pêche industrielle au monde sont toutes certifiées MSC, que ce soit au Japon, en Australie, en Europe. Et pourquoi? Parce qu'on le donne à tout va. C'est un label privé, mais qui est quand même utilisé comme indicateur par les Nations Unies, les gouvernements, etc. Européen, Mais je vous donne un exemple. C'est un certificat donc, qui garantit, soi-disant, que le consommateur peut choisir le thon. Par exemple, le thon français, de la compagnie française du thon océanique, dans l'océan Indien, il est certifié par ce label MSC, qui est un indicateur international. La France, en ce moment même, a une procédure d'infraction qui a été ouverte par la Commission européenne, justement parce que les industriels du thon français font n'importe quoi, ne respectent pas le droit européen. La France a placé
dans le lobby industriel européen une fonctionnaire pour détricoter et amoindrir le cadre législatif européen. Et pourtant, ce thon-là, il est toujours vendu avec un certificat de pêche durable. Donc je pense que c'est vraiment une question de modalité. Encore une fois, je ne connais pas le cacao ou le bœuf. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait interdire. Enfin, quand vous dites qu'il faut aller plus loin, Thomas Frère, je sais juste... Mais en fait, aller plus loin, ça veut dire qu'on sait déjà qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut interdire et drastiquement réduire. Commençons déjà par ça avant de rentrer dans des indicateurs. Par exemple, interdire quoi ? Et interdire les méthodes de pêche les plus destructrices. Je voyais à l'écran, on voyait le Margiris ou d'autres bateaux qui font 120, 140 mètres de long. On les voit en ce moment au large de la France, au large de Calais. Ils sont en train de pêcher dans les 12 000 nautiques français. Les artisans n'ont pas de quota pour pêcher dans cette zone-là. Ils voient des bateaux qui font 140 mètres qui sont en train de ruiner les écosystèmes. Donc la France ne les interdit pas, d'autres pays non plus d'ailleurs. Je suis un tout petit peu gêné par les comparaisons entre la chèvre et le chou, en l'occurrence entre le cacao et le thon, et entre un label privé et un règlement européen. Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses parce que la confusion est plus source d'inaction que d'action. En l'espèce, on parle d'un règlement européen adopté par le plus grand marché mondial qui parle de lutte avec des sanctions contre la déforestation importée sur des produits qui sont identifiés comme étant les premiers vecteurs de déforestation, alors qu'on sait que les forêts représentent 80% des habitats des écosystèmes terrestres vivants sur cette planète. Donc en termes de biodiversité, c'est massif pour les écosystèmes terrestres. Et elles représentent au moins 30% des capacités naturelles d'absorption terrestre de nos émissions de gaz à effet de serre. En d'autres termes, on ne peut pas comparer un règlement qui s'attaque à un problème majeur avec le pouvoir de la loi et des sanctions qui vont derrière, avec en effet le besoin d'avoir les juridictions compétentes pour pouvoir assurer la mise en œuvre effective et la déontologie. Donc cet accord, vous dites, il est historique. Moi, j'aime pas ces mots oui, mais enfin, ils sont parlants. Non, mais c'est un accord qui est important et qui n'a rien de comparable avec un label qui est privé. C'est un acte législatif du plus grand marché mondial en matière de consommation. Donc on ne peut pas le comparer à un label privé qui serait vérifié en effet par tout et n'importe qui. Ça n'est pas du tout possible. En revanche, mais là où je converge... label privé qui est utilisé quand même comme indicateur par oui, parce qu'il n'y a pas de règlement en contrepartie. Donc c'est là où je veux venir, c'est que puisque la bonne monnaie doit chasser la mauvaise monnaie, c'est-à-dire les bons règlements doivent chasser les labels bidons, il faut que derrière ce type... Oui, là, on ne va pas comparer le cacao et le thon, parce que vraiment, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas comparer le cacao en l'occurrence, sur ce type de choses, qui va garantir que ce règlement sur la déforestation importée aura un impact effectif, c'est qu'en effet, derrière, il y ait des autorités de politique administrative qui soient capables de s'assurer que qu'il y a une vraie déontologie, des certificateurs qui nous permettent de dire aux entreprises, vous pouvez entrer sur le marché européen parce que vous avez obtenu le bon label. Et si ça ne marche pas, qu'il y ait des sanctions, s'il y a des sanctions financières. On voit bien tout de même que tout est dans le détail. Donc effectivement, on attend un accord cadre, mais là, on voit bien avec Frédéric Lemanac que les certificats, bon, c'est un peu la magouille, si je puis m'exprimer ainsi, qu'effectivement, il y a des règlements européens, mais qu'après, il faut les respecter. Bref, que finalement, on va tout de même un peu toujours vers la facilité. Non, c'est pas ça un peu ? Je pense pas. Le diable ne se niche pas toujours dans les détails. Un peu. Il y a des grandes décisions qui peuvent être prises. On parlait tout à l'heure des 30% d'air protégé aussi bien en mer qu'à terre. C'est une sorte de grande décision. Après, il faut qu'elle soit suivie et qu'elle soit appliquée et que ça ne soit pas un paravent où on aille protéger des choses qui sont déjà peu sous pression anthropique. Il faut qu'on protège aussi des endroits qui sont sous relativement forte pression anthropique. Il faut qu'on apprenne à fonctionner autrement partout. Et après, c'est une accumulation quand même de petites mesures qui peuvent aussi avoir un effet. Donc il faut que les villes, les régions, les entreprises, il faut que tout le monde soit impliqué, j'imagine. Sinon, je le dis souvent, je fais beaucoup de conférences devant des entreprises et des chefs d'entreprise. Je pense que c'est vraiment à tous les niveaux. On doit impliquer les citoyens. Chaque citoyen peut se poser des questions pour lui-même. Il doit y avoir une prise de conscience individuelle. C'est ce que dit Bloom, votre association. Ils aiment bien parler des citoyens. Quand on va chez son poissonnier, on choisit. Il doit y avoir une prise de conscience la plus collective possible au niveau des États, même supra-État à l'échelle de l'Europe, pourquoi pas à l'échelle mondiale dans le contexte d'une COP par exemple. Et puis entre les deux, il y a les entreprises. Et les entreprises, c'est un levier d'action absolument formidable. Alors est-ce qu'elles ont leur place dans ce type de multilatéralisme ? Je pense que les entreprises, il faut arriver à les convaincre que les sujets d'environnement en général et de biodiversité en particulier, c'est tellement important que ce n'est pas quelque chose qu'elles doivent traiter en aval de leur activité, une fois qu'il leur reste un petit peu d'argent à la fin de l'année. C'est quelque chose qu'elles doivent considérer en amont dans la stratégie de leur entreprise, au même titre que la gestion des ressources humaines, de leur parc immobilier, de leur parc de véhicules, etc. etc. Donc c'est vraiment, il faut changer de logiciel. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, que la variable environnement dans l'équation d'une prise de décision
deviennent une variable au moins aussi importante que le social et l'économique. Frédéric Lemanec, mais est-ce que le multilatéralisme type COP 15 à Montréal ou même COP climat, est-ce que c'est important? Est-ce que ça marche? Ou est-ce que de toute façon, ces grands raouts ont peu d'impact finalement et qu'il vaudrait mieux agir au niveau local directement? La question se pose franchement, enfin, on le voit des COP, on parle de la COP 15, de la COP 27 sur le climat, et les tendances ne font que s'accentuer d'année en année. Donc clairement, on a quelque chose qui est défaillant, qui est assez inefficace. Ça ne veut pas dire qu'un jour, ça ne deviendra pas efficace. En même temps, ce sont des problématiques qui touchent tout le monde, tous les États, donc ça paraît assez logique. C'est mieux que si ça n'existait pas. Exactement. Qu'est-ce qu'on entendrait dire de la part des ONG si les COP ne se réunissaient pas? Déjà qu'on leur dit, vous réunissez sans chef d'État, on leur tape dessus. Alors si en plus elles n'existaient pas, sachant que ces COP-là, elles ont été créées avec et par les ONG en 92 à Rio et confirmées en 2012 à Rio. Mais effectivement, on en revient au détail, on en revient aussi à la mise en œuvre. Et en fait, les grands indicateurs qui demandent de faire des choses de manière non contraignante, en fait, quelque part, c'est assez inefficace. Donc on a, nous, notre moyen d'action, c'est pas les COP. Je dis pas que ça sert à rien, je dis simplement que c'est pas aussi efficace que le besoin, l'urgence face à laquelle on est sur l'érosion de la biodiversité, sur la catastrophe climatique en cours demande. Mais clairement, on a aussi besoin d'avoir une volonté politique au niveau national, en France particulièrement, sur la question des aires marines protégées, pour parler que de ça, on a besoin d'avoir une volonté politique qui n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Et ça se passe pas au niveau de la COP. Si la France décide de vraiment strictement protéger ces zones maritimes, mais ça change la donne au niveau mondial. On n'a pas besoin d'une COP pour ça. Mais ça ne s'oppose pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une COP où l'ensemble des pays s'engagent sur la protection de la nature avec des objectifs très clairs. Il faut d'abord balayer devant sa porte, en fait, c'est ce que dit Frédéric Lemanec. Et en complément, des objectifs et des actions très concrètes au niveau européen, au niveau national, dans nos régions, dans nos communes, à l'échelle de tous les citoyens. Et donc tout ça est complémentaire. On ne peut pas opposer une réunion à l'échelle internationale et l'action au niveau national, bien au contraire. Donc vous y croyez à cet objectif de 30%? Oui, j'y crois. Et on est tous dans le même bateau. Donc on a plutôt intérêt, tous ensemble, d'y arriver. Thomas Friand, optimiste? Je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé à ce que les choses bougent. Je pense que la COP est un outil essentiel, un outil certainement pas suffisant. On a parlé des entreprises, on a parlé du rôle de la volonté politique des États, qui est absolument déterminante pour mettre en œuvre, y compris quand on a les réglementations les plus avancées. Les collectivités aussi ont un rôle à jouer. On ne parle jamais du multilatéralisme local. Dans une COP, il y a plein de collectivités, de collectivités infranationales qui se réunissent, et parfois elles ont un rôle plus important que certains États. Donc je pense qu'il faut s'adresser à ce sujet-là, s'intéresser à cet objet qu'est la COP, mais il ne faut certainement pas miser tout là-dessus, faute de quoi on va, à mon avis, manquer une grosse partie du sujet, David, qui est notamment l'engagement des entreprises avec les outils que j'ai mentionnés tout à l'heure. Bruno David, un mot de conclusion? Vous êtes plutôt optimiste? J'ai une tendance à être optimiste, par nature, donc, mais ça dépend du jour. Sur cette COP, ça dépend aujourd'hui. L'avenir étant entre nos mains, ça veut dire qu'on peut être optimiste puisque nous avons ce levier possible. On peut réagir et pas se contenter simplement d'agir. Et ça, c'est en nous, si vous voulez. Mais parfois, quand je regarde le comportement d'Homo sapiens, ça me rend un petit peu moins optimiste. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bruno David, Thomas Friand, Frédéric Lemanec. Merci à vous, Jean-Marc Zulesi. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.